Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des concepts assez profonds tirés de textes sur Kalapa et la nature de l'esprit. L'objectif, c'est un peu de décortiquer ces idées sur la réalité, l'esprit, comment tout ça fonctionne selon cette perspective, quoi. Surtout cette idée d'un moi qui serait pas si fixe que ça. Pour commencer, il y a une distinction importante dans ces textes entre ce qu'ils nomment Paramatadama, la réalité ultime, disons, et les simples opinions personnelles, les diti. Exactement. C'est fondamental pour la suite. Il y aurait cette réalité factuelle, observable. Qu'elles soient externes ou internes, c'est ça, comme la chaleur du feu et la sensation de chaleur en nous. Tout à fait. Les deux sont des paramatas. Et au cœur de la description de la matière, on trouve le kalapa. Faut imaginer ça comme la plus petite particule possible, l'unité de base de tout, absolument tout dans l'univers. Attends, quand tu dis tout, euh, ça inclut des choses comme une couleur, une odeur, ça paraît, enfin, comment dire. C'est exactement ça. C'est un point clé. Toute propriété perçue, couleur, odeur, saveur, peu importe, viendrait directement des calapaces qui composent la chose. Même une odeur complexe, analysée chimiquement, dépendrait en fin de compte des calapaces des éléments. C'est eux qui portent ces qualités intrinsèques. D'accord, et ces calapas, ils sont pas stables, hein. Ils ont un cycle de vie hyper court, c'est ça. Apparition, existence, disparition. C'est ça. Apparition, un bref moment d'existence, puis cessation, à une vitesse incroyable. Et comme tout objet matériel, y compris notre corps, est juste un assemblage de ces calapaces éphémères, tout est impermanent, tout est en flux. Je vois. C'est un flux constant. Exactement. C'est la nature même de la matière, selon cette vision. Ok. Alors, si la matière, c'est ce flux de calapas, comment l'esprit, la conscience vignana, ou sita, c'est ça les termes, comment est-ce qu'il perçoit ce monde? Alors, la conscience, elle émerge. Elle n'est pas là de base, en attente. Elle apparaît grâce au contact. Contact entre quoi? Entre une des six portes sensorielles, yeux, oreilles, nez, langue, corps, et le mental lui-même, et un objet correspondant. Une forme pour l'œil, un son pour l'oreille. Une pensée pour le mental. Voilà. Et c'est un processus naturel, conditionné. Il n'y a pas de personne, pas de moi qui voit ou entend. C'est le contact qui déclenche l'émergence de la conscience. C'est une loi naturelle ensemble. C'est là que ça bouscule nos habitudes de pensée. Parce qu'on a tellement cette impression que c'est moi qui vois, qui pense. Ça me fait penser à cette discussion avec le scientifique là sur le cerveau et l'intelligence. L'idée reçue, c'est que le cerveau produit l'intelligence. Oui, et là les textes proposent une inversion assez radicale. Ce serait pas la structure physique du cerveau qui crée l'intelligence, la panya, ce serait plutôt l'intelligence, en tant que fonction mentale, qui influence, qui façonne même la structure du cerveau au fil du temps. Ah ouais. L'analogie donnée est assez parlante. C'est-à-dire que le cerveau cause l'intelligence, c'est un peu comme dire qu'un visage qui rougit cause la colère. On inverse la cause et l'effet, tu vois? D'accord, je vois l'analogie. C'est déroutant mais intéressant. Mais alors, si c'est pas un moi, si c'est pas juste le cerveau, quitte de la responsabilité. Si je me mets en colère, par exemple, d'où ça vient? Qui est responsable? Très bonne question. Et c'est là qu'interviennent les cétasikas, les facteurs mentaux. Il y en aurait 52, chacun avec une fonction ultra spécifique. Et ces fonctions ne sont pas interchangeables. C'est comme l'œil qui ne peut que voir et l'oreille qui ne peut qu'entendre. Ils échangent pas leur rôle. D'accord. Pour la colère, c'est un cétasica bien précis, le dosa, l'aversion, la répulsion. Quand les conditions sont là, hop, il se manifeste. Et il produit quoi? La colère. Il peut pas produire autre chose. Du coup, la responsabilité de l'acte ou de l'émotion, elle revient à ce facteur mental, à cette fonction spécifique, pas à un moi qui flotterait au-dessus. Tourne. Comment on évite le chaos si c'est la fonction colère ou avidité qui prend le dessus? Qu'est-ce qui nous garde sur les rails, quoi? C'est justement parce qu'il n'y a pas que des fonctions comme la colère ou l'avidité. Il y a aussi d'autres cétasikas considérés comme bénéfiques. Les plus importants sont sati, l'attention, la pleine conscience, et panya, la sagesse, le discernement. Ah, d'accord. Quand ces facteurs-là sont cultivés, quand ils sont présents et forts dans l'esprit, ils orientent le tout. Et par leur nature même, sati et panya ne peuvent pas générer d'actions négatives, nuisibles. Donc, quand l'attention et la sagesse mènent la danse, si on peut dire, les actions qui suivent sont naturellement saines, constructives. Pas de risque de chaos si ces qualités sont prédominantes. Bon.
Alors, si on essaye de résumer, d'après ces textes, la matière, c'est un flux de particules de base, les calabases. La conscience, c'est pas une entité, mais un processus qui naît du contact sens-objet. Et nos émotions, nos actions, même la responsabilité, tout ça découle de fonctions mentales spécifiques, les cétasica, et non d'un moi central. C'est à peu près ça. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça nous amène peut-être à une question pour aller plus loin pour notre réflexion personnelle. Si toute notre expérience, nos joies, nos peines, nos actions, si tout ça émerge de facteurs impersonnels, conditionnés, alors quelle est l'approche la plus pertinente, la plus sage, pour cultiver activement au quotidien ces fameux facteurs bénéfiques, comme sati, l'attention, et panya, la sagesse? Comment on passe de la théorie, là, à la pratique concrète dans nos vies?